Bienvenue dans notre émission Sapicopark. L'angle de Sapicopark est volontairement provocateur pour échanger sans langue de bois sur différents sujets avec des positions plus ou moins différentes. Et pourquoi pas pour casser des clichés, pour balayer des idées reçues. Cybersécurité, une démarche complexe et coûteuse ? 330 000 attaques réussies connues ont été recensées contre les PME au cours de l'année 2023. Durant cette même année, la principale cyberattaque pour laquelle les entreprises ont demandé une assistance sur cybermalveillance.gouv.fr a été le piratage de comptes pour 23,5% des attaques, suivent l'hameçonnage pour 21,2% et le rançongiciel pour 16,6%. Sur cette même année, les principales menaces qui ont augmenté sont les suivantes. Les faux ordres de virement, plus 63%, la défiguration du site internet, plus 61%, le déni de service, 41%. D'ailleurs, cette attaque rend inaccessible le serveur utilisé par l'entreprise. Un tiers des entreprises ayant versé une rançon a été confronté à une nouvelle attaque. Attention, l'IA augmente la sophistication des cyberattaques de minute en minute. Ce qui est le plus important à retenir, aucune entreprise n'est à l'abri de tentatives de piratage. Des réservistes de la police judiciaire assurent des séances de prévention gracieusement et j'ai le plaisir d'accueillir l'un d'entre eux. Bonjour Gilles, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, la cybersécurité, c'est technique, c'est complexe, c'est coûteux. J'ai juste une question pour démarrer. Est-ce que tu crois que les chefs d'entreprise ou les dirigeants ont le temps et ou les compétences de lire tous ces fascicules ? Alors, je commence. La cybersécurité pour les TPE, PME en 13 questions. Bon, là, c'est relativement simple, c'est pas très épais. Ensuite, on a le guide de prévention contre les arnaques. Un peu plus épais, panorama carrément de la cybermenace 2023 et j'en passe parce que si on avait mis tous ces fascicules sur la table, je pense que la table serait super remplie. Donc du coup, je pense que c'est normal que le mot cybersécurité déclenche cette notion de complexité, voire c'est un peu rébarbatif, ou alors si tu as des problèmes d'insomnie, c'est vrai que c'est assez soporifique. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors j'en pense qu'effectivement, il y a énormément de documentation sur le sujet. Peut-être trop, effectivement. Le fait est que des organismes comme certains qui publient ces documents-là, Cybermalveillance, l'ANSSI et d'autres, tentent de plus en plus de faire des documents qui soient le plus accessibles possible, comme par exemple celui que tu nous montrais en 13 questions, qui permet d'aborder les prérequis de la mise en œuvre d'une cybersécurité. Pour autant, ce n'est pas nécessairement un sujet pour lequel beaucoup de TPE, de PME se sentent impliqués ou concernés, et probablement à tort. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Le plus simple des documents, c'est celui-ci, en 13 questions. Mais comme tu peux le voir, c'est quand même écrit en tout petit. Il y a quand même pas mal de pages. Il y a beaucoup de contenu. Et puis, comme on le disait hors caméra, entre la théorie et le terrain, il y a quand même tout un monde. Quand on parle de cybercriminalité, de quoi parle-t-on exactement ? On parle d'une multitude de choses en réalité. Au sens de la loi, ça va être toute action répréhensible. Donc il va y avoir, par exemple, on parlait du rançongiciel, on tombe sous le coup de la cybercriminalité, l'usurpation d'identité, on tombe sur le coup de la cybercriminalité, les faux ordres de virement, cybercriminalité. L'hameçonnage, cybercriminalité. Le phishing, parce qu'il y a tout un vocabulaire très varié d'ailleurs. Et puis très anglo-saxon, comme ça donne un petit côté un peu plus in. Alors effectivement, il y a le phishing qu'on connaît depuis longtemps, le smishing, qui est la même chose, mais au lieu que ce soit des emails, ce sont des SMS. Plus récent aujourd'hui, le quishing. Ah, le quishing, d'ailleurs, d'accord. Et c'est ? Ça, c'est les QR codes. D'accord. Il y a par exemple eu des arnaques comme ça, il faut se méfier des autocollants qui peuvent être posés notamment sur les bornes de paiement de parking. Ou pour installer l'application ou autre, on peut télécharger l'application en flashant un code. Et certains malandrins, on va les appeler comme ça, rajoutent un autocollant par-dessus qui ressemble à l'original, mais qui vous envoie sur un site qui n'est pas le bon.
Donc même en tant que particulier, tu es en train de nous dire qu'il faut aussi faire attention. Oui. Quelle est l'ampleur exactement du phénomène? Parce que tout à l'heure, quand je parlais du saviez-vous, on dit 330 000 entreprises connues. Donc, est-ce que c'est plus que 330 000? En plus, là, tu viens d'évoquer le côté un peu particulier, où tous, on peut être confrontés à ça. Quelle est l'ampleur du phénomène? Alors, pour la mesurer totalement, c'est complexe, pour la simple et bonne raison que, comme tu le disais, on a 330 000 attaques connues, ce qui sous-entend que ce sont des attaques qui ont été déclarées. Donc après, restent toutes les entreprises et les particuliers qui n'auront pas fait de déclaration. Parce qu'on n'ose pas? Parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a honte, parce qu'on n'en voit pas l'intérêt. Il peut y avoir différentes raisons, bonnes ou mauvaises, peu importe. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Et puis il y a aussi toutes celles qui sont complètement passées inaperçues et qui sont parfois les pires selon les secteurs d'activité. Quand tu dis passer inaperçu, c'est-à-dire que je suis une entreprise, je ne me suis même pas rendu compte que on s'était glissé chez moi et qu'on me surveillait et... On vole des données, on modifie des informations, on peut après imaginer, là il faut faire confiance à l'imagination des pirates pour commettre des méfaits, il y a des tas de façons de procéder. Et puis l'imagination est sans limite de leur côté. Hein. Oui, et puis comme tu disais, avec l'aide de l'IA, ça déploie encore plus. Qui est concerné en fait? Tout le monde, à titre professionnel et à titre privé. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, on le dit souvent, ça fait partie des conseils, de séparer les usages professionnels et Qu'est-ce que tu entends par séparer les usages? Par exemple, mon PC privé et mon PC portable professionnel. Voilà, on mélange pas les deux usages. Donc on essaye d'avoir une machine dédiée aux usages professionnels et une machine dédiée aux usages personnels. Pourquoi? Parce qu'on est, excuse-moi de t'interrompre, pourquoi? Parce qu'on est plus, comment je pourrais dire ça, plus vulnérable, plus fragile quand on travaille chez soi, sur son PC perso, en se connectant au boulot. On est moins protégé, ou parce qu'au niveau professionnel, je consulte, j'attends un colis, je consulte ma boîte mail, et là, je donne l'occasion par ce biais-là de rentrer dans le pro? Les deux? Les deux en réalité. Effectivement, souvent, dans bien des cas, les mesures de protection à titre personnel sont moindres que celles en entreprise. Ce n'est pas tout le temps le cas. Oui, parce qu'il existe des systèmes pour se protéger chez soi. Voilà. Mais il y a aussi le fait d'augmenter ce qu'on appelle la surface d'exposition, en créant en fait une porosité. Alors la surface d'exposition, qu'est-ce que tu entends exactement par surface d'exposition? Ça va être mon site web, mes comptes de réseaux sociaux, les systèmes que je peux utiliser ou auxquels je me connecte à distance. Et donc à partir du moment où je vais mélanger mes usages professionnels et personnels, je vais augmenter cette surface. D'accord, tu vas augmenter la possibilité d'être piraté, en fait. Voilà. D'accord. Donc toi, le premier conseil, c'est on sépare bien les deux. Autant que faire se peut, parce que, comme tu le disais, il y a, en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, il y en a. Et il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est tous excessivement dépendants d'Internet, que ce soit à titre personnel que professionnel. Et cet Internet, en fait, englobe ces deux sphères qui, qu'on le veuille ou non, ont quand même tendance à se superposer ou se juxtaposer, au moins toujours un peu en partie. D'accord. Quels sont les risques et les menaces, voire les conséquences d'une cyberattaque? Il y en a plusieurs. La réputation, première chose. Ça peut faire... C'est-à-dire je peux casser ta réputation en faisant quoi? Par exemple, tu évoquais le cas de la défiguration de site. Oui. Des activistes sur différents sujets peuvent nuire à la réputation d'une entreprise en modifiant la page web du site en question. D'accord. Et sur laquelle je ne peux plus intervenir. En plus, elle est verrouillée, je suppose, une fois qu'ils font ça. Alors, oui, et après, tout va dépendre du prestataire, du niveau d'engagement, de tout un tas de choses qui font qu'on peut rétablir la situation de façon plus ou moins rapide, et de la sophistication de l'attaque. Donc, il y a effectivement ces questions-là. Il y a des choses qui vont être plutôt d'ordre financier. On parlait du rançongiciel, où on va demander le paiement d'une rançon pour débloquer un système informatique. Oui, mais on l'a vu, ceux qui ont payé, ils vont vivre forcément une nouvelle attaque. C'est fort probable. Oui. Et puis, le fait de payer la rançon n'est pas non plus systématiquement une garantie de déchiffrement des données qui auraient été cryptées. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu déconseilles, ne payez pas.
J'aurais tendance à dire que non. Oui, ouais. On évite. Par contre, on ne peut pas se mettre à la place d'une entreprise qui Qui a le couteau sous la qui a le gorge. couteau sous la gorge. Ouais, C'est toujours facile de dire ne payez pas. ne payez pas. Voilà. Il n'y a pas de jugement d'intention là-dedans. Je dirais que libre à chacun d'agir en son âme et conscience, mais il faut être conscient du fait que ce n'est pas une garantie. D'accord. Il y a d'autres risques que finalement réputation, financier, économique. Est-ce qu'il y a un risque psychologique? Oui, tout à fait. Il faut, pour ces questions-là, dès lors qu'on parle de sécurité, il faut pouvoir discuter, dialoguer entre salariés, employeurs, en toute honnêteté et en toute franchise. Le cas où on imaginerait une entreprise où il y a eu un rançongiciel. Si on va stigmatiser la personne qui aurait été à l'origine d'avoir cliqué sur le lien sur lequel il n'aurait pas fallu cliquer, que l'entreprise ferme, des gens se retrouvent au chômage, il y a une charge mentale, émotionnelle qui est énorme et qui peut pousser certaines personnes à des extrémités parfois dramatiques. À cause de cette responsabilité qu'ils ont, parce que comme tu le dis, il y a des entreprises qui peuvent fermer suite à une cyberattaque. Donc, enfin, ça se comprend un peu cet impact psychologique, parce qu'après, avec du recul, tu te dis mais pourquoi j'ai cliqué sur le lien, pourquoi j'ai dit ça au téléphone, pourquoi j'ai répondu à ce mail. Je pense qu'il est important aussi de préciser, Gilles, qu'en face, on a des super pros. On a des super pros, et je le disais tout à l'heure, avec la surface d'exposition, auquel on va pouvoir en plus utiliser l'intelligence artificielle, on va pouvoir croiser une multitude d'informations qui seront collectées tant sur la partie professionnelle que la partie personnelle, pour aller fabriquer une attaque, par exemple un phishing, qui sera hyper spécifique sur une personne. D'accord. Et là, ça devient effectivement compliqué de détecter que le mail est frauduleux ou que c'est une tentative d'hameçonnage. Oui, parce que parfois aussi ça peut se faire au téléphone. Là, il y a des techniques, ils utilisent des techniques qui te mettent pratiquement en pression. Il faut vite répondre, il faut vite faire quelque chose. Alors, on le voit des fois sur des méthodes marketing et commerciales, créer une situation d'urgence, donc soit générer du stress, soit générer de l'envie. Ce sont deux méthodes pour arriver à ces fins. Les cybercriminels auront tendance à jouer plutôt sur le stress qui va permettre de faire en sorte que l'individu va perdre une partie de ses réflexes naturels, de logique, de réflexion. Et en cas de stress, un indice tout simple, si jamais il y avait un incendie, et quand on fait un exercice d'évacuation incendie, le premier conseil qui est donné, c'est de ne pas courir. Oui. Ce qui peut paraître contre-productif. Notre vie est en jeu, le bâtiment brûle et on nous dit qu'il ne faut pas courir. Oui, mais je cours, je risque de tomber. Je risque de faire tomber d'autres personnes, d'avoir des blessés en plus. Voilà. Et après, on a un effet en cascade. Et ça serait un peu le même conseil que tu aurais dans ce genre de situation? S'il y a un élément qui aurait tendance à vouloir nous pousser dans une situation d'urgence, il faut prendre juste un instant de recul, comme en voiture. Si on roule sous la pluie, on voit les feux stop des voitures devant qui s'allument. Alors, soit on va piler tout de suite, mais là, on risque de glisser et de provoquer un accident. Le premier réflexe, c'est tout simplement de lâcher l'accélérateur, d'analyser la situation. Ça va très vite, on ne prend pas 3 heures. Et ensuite, soit on va éviter, soit on va freiner. Mais au moins, il y a une décision éclairée. C'est une prise de décision. Et ce n'est pas un acte réflexe. En t'écoutant, j'ai tendance à me dire, autant on peut faire des exercices d'évacuation dans des structures, justement quand il y a un incendie, autant on pourrait faire... ces mêmes exercices, finalement, par rapport à la cybersécurité? Ça existe, ça se fait. Ah, ça existe, Certaines sociétés proposent justement, notamment des campagnes de phishing pour pouvoir sensibiliser ensuite les salariés. Alors certaines vont proposer des exercices avec des phishing qui sont assez génériques et tout le monde reçoit à peu près la même chose. D'autres vont être un peu plus spécialisés et justement vont utiliser des outils d'IA pour un petit peu personnaliser les messages en fonction des individus à l'intérieur de la société, pour pouvoir en fait démontrer ensuite aux salariés, tiens, là vous vous êtes fait avoir, pourquoi? Et on va analyser la situation. Ah d'accord, c'est carrément en fait mettre en place, j'ai envie de dire un jeu. Tu te fais avoir et on t'explique ensuite, tu vois, on est arrivé à t'avoir parce que tu as réagi comme ça pour pouvoir faire évoluer les comportements. Exactement. D'accord. Alors, j'ai entendu que les 3 piliers de la cybersécurité, c'était l'anticipation, l'innovation et la collaboration. J'aimerais savoir ce que ça signifie exactement. Alors, d'autant plus qu'on dit, parallèlement,
Les 3 principes fondamentaux de la cybersécurité consistent à déterminer quels sont les biens, évaluer les menaces et les risques, et appliquer des mesures de protection, en assurer le suivi. Alors justement, quand tu dis ça aux chefs d'entreprise, il y en a un qui m'a répondu, mais quelles sont les mesures de protection et les actions nécessaires à la sécurisation et entre autres, justement, des postes de travail dont on est un peu en train de parler? On va commencer déjà par la première phase, c'est qu'est-ce qu'on veut protéger? Parce que c'est ça surtout qui va déterminer quels sont les moyens qu'on met en face. En fonction de l'activité d'une entreprise, les choses à protéger ne seront pas de la même nature. Tu peux me donner un exemple pour que tout le monde comprenne bien? Je vais prendre des exemples très simples. J'ai envie de protéger plutôt ma comptabilité, plutôt le fichier de mes clients, de mes Exactement. fournisseurs. D'accord. Si je fais un peu de recherche et développement, Oui. Si je suis un industriel, est-ce que j'ai des machines-outils? Est-ce qu'elles sont connectées plus ou moins au réseau? D'accord. Est-ce que je vais Voir à la maintenance. Voir à la maintenance. On l'a déjà vu, ça. Est-ce que j'ai des outils de type IoT, des objets connectés, qui vont produire des automatismes sur mon système de production ou la gestion de mon bâtiment? Par exemple, imaginons une entreprise qui aurait besoin de stocker au froid. Si jamais les outils qui permettent de réguler la température sont accessibles depuis l'extérieur, un attaquant pourrait, en s'en prenant à ces outils-là, modifier la température et faire que des denrées deviennent inutilisables ou soient perdues. Et pourtant, ça, on l'utilise de plus en plus sur les entreprises où tu as en effet une maintenance qui est automatisée, des systèmes qui sont automatiques sur la télésurveillance, par exemple, sur la lumière. Quel que soit qu'il y ait du salarié ou pas, nous, on a décidé de couper toutes les lumières à 19h, de couper toutes les connexions à 19h et d'enclencher les caméras à 19h05. Donc, et en effet, les machines, comme tu le disais, industrielles, sont souvent automatisées. Donc, tu es en train de dire attention à ça, parce que depuis l'extérieur, je peux rentrer dans ton système et te mettre tout ça en l'air. Dans certains cas, c'est possible. Dans d'autres, ça l'est moins. Et encore dans d'autres, ça ne l'est, par exemple, pas du tout. D'accord. Certains systèmes vont être complètement fermés et ne sont potentiellement accessibles que depuis l'intérieur. Et là, à ce moment-là, c'est là où on va faire intervenir notamment des sociétés qui font ce qu'on appelle du pentest, du test de pénétration. Alors, il peut y avoir des pentests qui vont s'occuper uniquement de la phase numérique informatique et d'autres qui vont aller jusqu'à justement tester la possibilité de s'introduire physiquement dans des locaux pour ensuite mener des actions de type cyber. Ah oui, d'accord. Mesures de protection, donc ça va consister en quoi exactement? En quelle action? Alors, je dirais qu'une des premières qui n'a rien de technique, enfin en tout cas pas de technique informatique, c'est de reprendre tous ces contrats avec ses prestataires. C'est du juridique. C'est-à-dire? Quels sont les engagements des prestataires auxquels on a souscrit des services? On parlait de... Donne-moi un exemple là, parce que c'est un peu flou pour moi. Je reprends tous mes contrats de prestataires, mais qu'est-ce que je regarde en priorité? Sur, par exemple, un hébergement de site web. Ah oui, d'accord, je vois où tu veux en venir. Voilà. Oui. Quels sont les délais de rétablissement en cas de défiguration de site web sur lequel le prestataire s'engage? Est-ce que le prestataire a obtenu des agréments de type cybersécurité fournis par différents organismes? Est-ce que le prestataire a des sauvegardes? Est-ce qu'il les met à disposition? Est-ce qu'il est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Voilà, tout ce genre d'éléments-là. Beaucoup d'attaques, comme le fait exprès, sont déclenchées le vendredi soir. Ah oui, puis ils ont tout le le week-end. Oui. Et il peut y avoir des prestataires de services qui, par exemple, auront une hotline de 9h à 17h, du lundi au vendredi. Oui, mais pas le samedi. Mais pas le samedi. Et pas après 19h. Voilà. Ouais. Donc je dirais que, sans rentrer dans des questions techniques, c'est déjà de se poser des questions. Et là, on en revient à l'anticipation. Qu'est-ce qui est couvert contractuellement vis-à-vis des prestataires auxquels j'ai souscrit des services? Et à partir de là, je peux soit demander un service complémentaire à mon prestataire, me rendre compte que peut-être que le prestataire que j'ai choisi n'est pas adapté à mon activité pour X raisons liées à la cybersécurité, et à ce moment-là, de commencer à en changer. Parce que comme tu le disais en introduction, tout ça, c'est effectivement, il y a des notions qui sont assez complexes. Donc en fonction de la taille de la structure, de ses moyens financiers, de ses moyens humains, certaines vont faire le choix de se débrouiller, entre guillemets, en interne. D'autres auront la capacité de pouvoir s'adresser à des prestataires. De sous-traiter. Et dans ce cas-là, il faut le faire. Si on en a les moyens et la capacité, il ne faut pas se gêner pour le faire. Si on ne les a pas, il y a d'autres choses à mettre en œuvre. Et à ce moment-là, il va bien falloir à un moment s'intéresser à ce type de guide
quitte à les lire en travers, quitte à ne pas tout faire d'un coup. Et puis encore une fois qu'on a déterminé tout ce qu'il est possible, tout ce qu'on souhaiterait préserver en premier lieu, à partir de là, on va pouvoir effectivement déterminer quels sont les moyens à mettre en face. Souvent, le parent pauvre de la cybersécurité, c'est la sauvegarde. D'accord, oui, ça on en parle souvent. Voilà. Une sauvegarde d'ailleurs, il vaut mieux externaliser ta sauvegarde et qu'elle ne soit pas forcément au même endroit. Les deux. Ou les deux. Et de pouvoir en effet se dire qu'en cas de problème, il faut que je puisse repartir, mais sur mes dernières données. Les plus récentes à minima. Les plus récentes, oui. Et donc, ce qui implique de se poser la question de qu'est-ce qui est primordial à sauvegarder, et peut-être qu'est-ce qui l'est moins, de façon à avoir peut-être une fréquence de sauvegarde qui, en fonction de la pertinence et l'importance des données, ne serait pas la même. Voilà. Par exemple, d'avoir une sauvegarde qui avec une fréquence très élevée sur des données très sensibles pour l'entreprise, et peut-être une sauvegarde avec une fréquence un peu moindre, pour des données qui seraient moins vitales pour la survie. Moins vitales pour redémarrer, c'est ce que tu veux dire. D'accord. Et tous ces outils-là aussi impliquent de se poser la question sur comment ça s'utilise, est-ce qu'on sait les mettre en œuvre, soi-même, avec son prestataire, à nouveau, est-il joignable Oui, toutes ces questions. Toutes ces questions-là. Sur un poste de travail, qu'est-ce que tu conseillerais comme étant vraiment essentiel pour un salarié ? Quel message peut faire passer un chef d'entreprise, un dirigeant par rapport à ses salariés, par rapport à leur poste de travail ? Parce qu'on en voit beaucoup qui quittent leur bureau, on le voit durant les salons d'ailleurs, les salons d'exposition, etc., où tu vois des personnes partir, l'ordinateur est allumé, il n'y a pas de code, et tu peux rentrer et puis faire n'importe quoi. Bien évidemment, alors, on ne quitte pas son poste sans verrouiller sa session. Ctrl-Alt-Sub sur un Windows, hop, je verrouille. Le b.a.-ba. On ne sait pas qui est présent dans les locaux. En tout cas, on ne le sait pas toujours. Oui. Après, il peut y avoir des farceurs. Il y a un petit jeu entre techniciens qui est le petit jeu décroissant. Le petit jeu décroissant. Décroissant. D'accord. Celui qui laisse sa session ouverte, vous prenez sa session, vous vous faites donc passer pour lui, vous envoyez un mail à toute l'entreprise en disant « Demain, je paye les croissants ». Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, oui. En général, je pense que tu t'en souviens une fois que on ne recommence pas de laisser sa session ouverte. Ouais. Ça peut sembler idiot, mais c'est un premier rempart. C'est une première chose à faire. Après, il peut y avoir, on parlait d'intrusion physique, un technicien qui rentre, peut-être que c'est un vrai technicien. Peut-être que c'est un faux. Peut-être que c'est un faux. Voilà. Il y a des gens qui, entre guillemets, s'amusent à ce genre d'exercice. Ils prennent une cotte bleue, 3 tournevis et un stylo dans une poche. Ils se sont un peu roulés dans la terre pour que la truc elle soit un peu sale et pas trop propre, parce que sinon c'est pas crédible. Ils rentrent, ah bah oui, j'ai été appelé parce qu'il y a un problème au sanitaire. Et tu serais surprise de voir le nombre de cas où on rentre, mais alors... Oui, alors quand tu parles, on a l'impression qu'on est en train de tourner un film, là. Mais non. Mais non. Toi qui es dans ce domaine-là, toi tu dis non. 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 Beaucoup comme ça. Beaucoup comme ça. D'accord. Autre question d'un dirigeant, comment mettre en place d'une manière simple une politique de cybersécurité ? Première chose... De façon simple, qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite ? Bon, tu as donné plein de conseils, mais je me dis, allez, je viens d'écouter cette vidéo là, que nous sommes en train de tourner. Bon, c'est vrai, là, je commence à comprendre qu'il faut vraiment que je m'intéresse au sujet. Qu'est-ce que je fais ? Première chose, j'en parle avec mes salariés. J'en discute avec eux. Alors, sur quel ton ? Sur un ton, en parlant des croissants, sur un ton de faire peur à tout le monde, de mettre, comme tu disais tout à l'heure, peut-être une pression psychologique, de dire attention, s'il se passe telle chose. Comment on peut sensibiliser en fait des salariés et les intéresser à ce sujet-là sans leur faire, sans dramatiser, sans amener une pression supplémentaire psychologique sur le sujet, sans faire peur, parce que tu peux faire peur même à titre perso, oui. Donc voilà. Un levier qui, en général, passe plutôt bien, c'est de dire, voilà, on va se mettre autour d'une table, on va discuter de ce sujet-là posément, on va envisager des formations pour les salariés, pour avoir un premier niveau de sensibilisation et de bons usages numériques. Et d'ailleurs, on peut vous solliciter pour faire de la sensibilisation. Pour faire la sensibilisation. Oui. Et le levier est le suivant, c'est de dire,
Ce que là, vous pourriez vivre comme une contrainte, parce qu'on va vous imposer ça dans le cadre de la société, ça va modifier certains de vos comportements vis-à-vis de votre poste informatique, hein. Ne le vivez pas comme une contrainte, parce que vous allez pouvoir ramener tous ces bons usages chez vous, dans votre sphère privée, pour protéger votre giron familial, vos enfants, inculquer à vos enfants les bons usages sur les réseaux sociaux, sur le mail, voilà. Je te dis ça parce qu'une fois, on avait fait une intervention sur tous les objets connectés, avec un intervenant, on va dire, musclé dans le domaine. Et je peux te garantir que ceux qui sont entrés le soir ont jeté les poupées et les nounours qui étaient connectés, hein. Donc, la limite, elle est quand même très sensible sur le fait d'effrayer les gens, parce que quand je t'entends parler, je me dis, bon, il faut que je fasse attention au QR code. Dernièrement, on m'a dit, attention, il ne faut pas copier-coller les mots de passe parce qu'ils peuvent être modifiés. Il faut que je fasse attention aux mails que je reçois. Il faut que je fasse attention, là tu me parles d'SMS, il faut que je fasse attention aux coups de téléphone. Et du point de vue pro et du point de vue privé, waouh, je me balade avec quoi? un anti-fraude, une carapace qui fait que rien ne m'atteint? Alors, je vais refaire un parallèle avec un autre sujet, la sécurité routière. Oui. C'est dangereux, on le sait tous. Mais pourtant, tout le monde conduit. Quand on part en vacances avec toute sa famille dans la voiture, on n'a pas la peur au ventre, a priori. On est serein. Et on est serein, pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement qui, normalement, est contrôlé et qu'on a tous été formés. Et qu'on a un usage régulier de notre véhicule, qu'il y a un entretien minimum qui a été rendu obligatoire pour arrêter d'avoir des véhicules qui étaient hors d'usage, qui étaient qui devenaient dangereux. Qui étaient devenus dangereuses. Et donc, il y a eu effectivement, si on prend l'évolution des accidents de la route, il y a effectivement toute une part de coercition. Limitation de la vitesse, port de la ceinture obligatoire. Ce qui est dommage, c'est qu'on ait dû en passer par là pour faire évoluer les comportements et baisser le nombre d'accidents graves sur la route. Néanmoins, les faits aujourd'hui sont là. Donc il faut réussir à transposer ça sur la cybersécurité et de se dire que oui, le mot de passe que j'utilise le plus souvent, je l'utilise à un seul et unique endroit et pas sur 50 services différents avec le même mot de passe. C'est aussi contraignant que quand on a rendu la ceinture obligatoire. Voilà, donc au début, oui, c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, tu as des générateurs de mots de passe robustes que tu peux enfermer dans des coffres. Voilà, après, il y a des méthodes de mémorisation qui, en plus, ont l'avantage de nous permettre de lutter contre Alzheimer, en faisant fonctionner et notre mémoire et notre imagination. Aujourd'hui, il y a même des... Oui, mais enfin, tu as parfois des questions basiques... le nom de ton fils, le prénom de ton fils, le prénom de ton chien, enfin le nom de ton chien, et puis je ne sais plus trop quoi, qui fait que si en effet un piratage est venu dans ma sphère personnelle, il peut y répondre. Alors après, sur les questions de rattrapage de ce type-là, le nom de votre chien, le nom de votre fille, on n'est pas obligé de répondre la vraie chose. Et on peut répondre à un truc qui est complètement différent. Ah oui, d'accord, ok. Après, il faut s'en souvenir. Voilà. Quel était le nom de votre premier chien? Oui. La réponse, ça peut être « je n'en ai jamais eu ». Ah oui, d'accord. Oui, ok. Oui, toi, tu as une façon de tourner d'une façon, c'est pas péjoratif, ce que je dis, simpliste, mais c'est ce dont on a besoin. C'est ce dont on a besoin, c'est d'essayer de trouver des moyens d'inciter les gens à prendre en compte justement toutes ces problématiques-là, en sortant de cet a priori que c'est nécessairement coûteux, complexe, très technique, parce qu'il y a effectivement tout un vocabulaire technique qui est nécessaire à la bonne compréhension des techniciens quand ils discutent entre eux. Oui. Mais quand il est question de faire de la sensibilisation, l'objectif, c'est pas juste de venir et de délivrer un message. Non, c'est de vulgariser. L'objectif, c'est de faire que les gens démarrent quelque chose et qu'ils deviennent acteurs. Il est surtout là l'objectif. Enfin, moi, quand je t'entends, j'ai tendance à me dire, c'est vrai que quand on veut conduire, on passe par le code de la route, et puis après par des leçons de conduite. C'est vrai que s'il y avait un code de la route en cybersécurité, ça serait génial, avec quelques essais qui feraient qu'on essaie de me piéger et puis de rendre les personnes plus, je ne dis pas méfiantes, mais vigilantes. Oui. Et en tout cas, instruites, éduquées. Voilà.
Est-ce que cette politique de cybersécurité, même si tu en as touché un petit mot tout à l'heure, ça coûte cher dans l'ensemble? Parce que beaucoup s'imaginent que la cybersécurité, c'est très coûteux. Alors, encore une fois, tout va dépendre du niveau de couverture qu'on veut et du type de prestation dont on a besoin. Alors, j'ai pas trop les moyens. Qu'est-ce que je fais? Tu m'as tendu la perche, excuse-moi. Oui, tout à fait, et je la saisis. Je commence par la base. Et encore aujourd'hui, il y a des conseils qui sont les mêmes depuis 20 ans. Et on constate encore aujourd'hui des entreprises qui se font hacker pour ne pas avoir respecté ces conseils qu'on fournit depuis plus de 20 ans. Pas le même mot de passe partout, des mots de passe un peu robustes, faire les mises à jour, les sauvegardes. Ouais. Et alors oui, je peux avoir une solution de sauvegarde chez un prestataire, très bien rodé, très bien machin. Si je n'ai pas les moyens, je peux réfléchir à d'autres méthodologies, peut-être moins coûteuses, plus accessibles pour moi et dans mes usages quotidiens et autres, en faisant une rotation de disques durs que j'ai moi-même, que je ne garde pas tous au même endroit. Et encore une fois, il va falloir que je les teste. Et encore une fois, c'est quelque chose que je fais de façon décidée. Donc j'ai pris en compte quels sont mes besoins, quel est mon périmètre à protéger. Oui, à protéger. À partir de là, quels sont les moyens dont je dispose, financiers et humains. Et à partir de là, j'essaye de regarder l'adéquation de qu'est-ce que je peux mettre en rapport. Il ne faut pas hésiter à solliciter des prestataires techniques. Quand on les regarde de loin, des fois, on se dit que ça va être forcément très onéreux, très coûteux. Et très complexe à comprendre. Mais tant qu'on n'a pas posé la question, qu'on n'a pas fait une demande de devis, qu'on n'a pas sollicité une rencontre avec eux, en fait, on reste sur un a priori qui, des fois, est faux. Il y a dans ce métier-là des avant-ventes, comme on appelle, qui sont très bons en termes de simplification, mais pas au sens péjoratif du terme, pour faire en sorte que les entreprises qui vont ensuite souscrire à une prestation de service comprennent bien à quoi l'entreprise s'engage, à quoi elle ne s'engage pas, jusqu'où va son action, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Et à partir de ce moment-là, tout le monde sait de quoi il est question et on peut signer en étant un peu tranquille. Quand on t'écoute, et je t'en remercie, c'est simple. Je vais juste pour terminer te faire réagir sur des photos, parce que j'ai retenu une de tes petites histoires. C'est vrai que souvent, quand on parle cybermalveillance, on voit toujours le gars avec sa capuche qui est en train de taper sur un clavier. Tu nous avais fait un parallèle avec la pêche et j'aimerais que tu refasses ce parallèle-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le gars derrière son écran qui est là, tic, tic, tic. C'est une image qui a pu être vraie il y a un certain temps. Il y en a encore de ce type-là. Mais aujourd'hui, celles-là sont récentes, celles que j'ai sorties. Oui. Donc, disons pour vraiment résumer les choses, on va dire qu'il y a une trentaine d'années, le profil type du pirate, on était plutôt pour refaire ce parallèle, sur de la pêche sportive, de la pêche au gros. Et donc ça implique de prendre des risques, parce que la pêche au gros c'est dangereux, on peut y laisser ses doigts. Oui. Ça implique de choisir le bon fil par rapport à la bonne cible, de choisir le bon hameçon, le bon appât. Donc ça demande une grosse préparation, on prend des risques et on n'est pas sûr d'y arriver. Ça, c'est ce qui a surtout été véhiculé par le cinéma pendant des années, avec j'attaque des organismes très défendus. Très, voilà. Bon. Donc ça date d'il y a 20-30 ans. Il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, on est passé de la pêche sportive, la pêche au gros, à de la pêche industrielle. Donc c'est-à-dire c'est le gros cargo avec les gros filets. Je ramasse tout. Je ramasse tout. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément ramassables, on va dire. Alors, il y a, sur la pêche au chalut, il y a beaucoup de rejets avec des éléments de pêche qui ne sont pas vendables et qu'on rejette à la mer. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Ça, je ne peux pas le vendre, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Hop, je le mets de côté. Voilà. Et là, il faut bien faire le parallèle, qu'on ne parle plus de poissons, mais d'entreprises. Et donc, il y a celles qui auront été protégées, qui auront pu s'évader du filet. Il y a celles qui vont être pêchées et qui vont être du coup hameçonnées, faire l'objet d'une demande de rançon ou d'autres problématiques. Et puis il y a toutes celles qui ne pourront rien faire, qui ne pourront pas payer la rançon, ou à la limite qui on leur demandera même rien, mais ils auront été rançonnés de toute façon, leur système aura été bloqué, et qui vont en mourir d'une certaine façon sans raison. D'accord. Donc on n'est plus avec le petit gars tout seul derrière son écran. C'est de la pêche au gros avec des filets industriels. Et avec l'intelligence, comme tu disais, artificielle, qui de minute en minute
augmente les capacités de ces organismes, de ces gens-là. D'ailleurs, on sait qu'il y a derrière tout ça, en gros. Est-ce qu'on peut dresser on va dire une caricature de ce genre de profil? C'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Là, on rentrerait dans des discussions qui seraient plutôt... il y a la criminalité d'un côté, il y a d'autres registres qui sont vraiment d'une autre nature. Mais en tout cas, vous, de votre côté, vous avez une cartographie de ces profils-là? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Ce sont en général des groupes organisés. D'accord. Qui ne sont pas forcément des groupes, comment dire, uniformes et figés dans le temps. D'accord. Okay. Les groupes peuvent se défaire, se reconstruire, faire des échanges, des partenariats. Et on retrouve un fonctionnement type entreprise. Ouais. D'accord. Ok. Avec une gestion RH, de la recherche et du développement, des commerciaux, du marketing. Voilà. Ok. Mais écoute, Gilles, je te remercie beaucoup pour cet échange. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de SAPIC au Parc. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez, vous avez l'habitude. Merci de votre fidélité. Merci surtout d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc vous y retrouverez les coordonnées. Alors pour de la sensibilisation, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi en cas de crise, il y a d'autres coordonnées que nous allons transmettre. Merci à toute la régie, merci à notre photographe, merci à notre régisseuse. Oui, Annick maintenant préfère être derrière la caméra. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et protégez-vous. Personne n'est à l'abri, ça n'arrive pas qu'aux autres.